Bonjour, dans cette vidéo, nous allons introduire l'arithmétique. L'arithmétique, c'est une partie des mathématiques, une branche qui étudie les nombres. Alors, un petit historique sur l'évolution des nombres tels qu'ils ont été représentés et tels qu'ils ont été conçus mentalement par les humains. Euh, pour commencer, un nombre, au départ, ça indique une unité, juste un signe. Les hommes ont commencé à calculer ou à compter à l'aide de cailloux, par exemple, pour représenter ici des moutons, pour représenter 7 moutons, on a mis ensemble 7 cailloux, ce qui permet de calculer. On peut rajouter des moutons en rajoutant des cailloux, on peut soustraire en enlevant des cailloux. Et le mot calcul vient du latin calculus, qui signifie caillou. Les nombres ont été symbolisés aussi, représentés par des petites entailles. Ici, à l'image, vous avez l'os d'Ishango, qui date de 23 000 avant Jésus-Christ. Et sur cet os ont été réalisées des entailles qui sont par paquet, par groupe. Ce qui fait que pour les mettre par paquet ou par groupe, c'est bien la preuve qu'il fallait compter. Alors comment on compte? Bien, je viens de le dire, on compte par paquet. Alors, par paquet de combien? Naturellement, par paquet de 10. Pourquoi de 10? Tout simplement parce que l'être humain a 10 doigts et on compte sur ses doigts et donc on compte par groupe de 10. C'est pas la seule manière de compter. Il y a des civilisations qui ont compté par paquet de 20. Ici, vous avez une stèle Maya et les Mayas comptaient par groupe de 20. Donc là, vous avez une représentation des nombres dans les écritures mayas et sur la stèle, vous voyez, j'ai mis en noir certains des nombres. Vous avez le nombre 8 qui est représenté, le nombre 16 aussi. D'autres civilisations ont compté par paquet de 12 ou de 60. C'est le cas des Sumériens et des Babyloniens. On dit que leur écriture est une écriture cunéiforme, en forme de clous en fait, comme des petits clous. Ici, vous avez la manière d'écrire les nombres par les Babyloniens, donc de 1 jusqu'à 60, enfin de 1 jusqu'à 59. Voilà un autre exemple de cette inscription cunéiforme. Alors pourquoi il comptait par paquet de 12? Parce que, excepté le pouce, les 4 doigts d'une main ont 12 phalanges. Donc en fait, il comptait les phalanges et non pas les doigts. Par paquet de 2, oui, alors ça, c'est bien plus moderne. C'est ce qu'on utilise dans les ordinateurs. Pourquoi? Donc c'est ce qu'on appelle l'écriture binaire. Alors pourquoi l'écriture binaire sur base de 2, deux chiffres seulement, le 1 et le 0. Là, vous avez une correspondance entre l'écriture décimale et l'écriture binaire de certains nombres. Par exemple, le 7 en écriture décimale, c'est le 7 qu'on connaît bien, et en écriture binaire, c'est 1, 1, 1. Le 10, c'est 1, 0, 1, 0. Autre exemple, le 22, c'est 1, 0, 1, 1, 0. Par paquet de 10, c'est notre système décimal, un déci voulant dire 10. Nous allons voir comment on classifie les nombres. Cette classification est extrêmement importante et elle va nous servir tout au long de notre chapitre. Donc on commence par les entiers naturels. Pourquoi naturels? Parce que c'est ceux qui nous viennent naturellement à l'esprit quand on commence à compter. Si on compte sur ses doigts, naturellement, eh bien, on compte 1, 2, 3, 4, etc. Donc ici, j'en ai représenté 4, le 0, le 1, le 3 et 758. Et donc on va dire que c'est l'ensemble des entiers naturels et on va le noter avec un grand N. Regardez, le N a une double barre sur la première barre du N. C'est vraiment la notation appropriée. Nous allons rajouter les entiers négatifs pour avoir
globalement les entiers relatifs, les entiers négatifs, donc ici j'ai mis -2, -3, -758. Notez bien que les entiers naturels sont aussi des entiers relatifs. Ce sont les positifs. Et donc cet ensemble-là, globalement, nous avons les entiers relatifs. L'ensemble des entiers relatifs s'appelle Z, qui vient de Zahlen en allemand. Zahlen veut dire compter. Et là encore, le Z majuscule comporte une double barre. Et donc, nous avons la chose suivante, c'est que l'ensemble des entiers naturels est à l'intérieur de l'ensemble des entiers relatifs. On dira le mot inclus. N est inclus dans Z. Nous allons rajouter de nouveaux nombres, les nombres décimaux. Les nombres décimaux, là j'en ai mis 3 en vert, moins 73,94, moins 1,72, 2,5. Mais si je regarde les autres nombres, les entiers relatifs et les entiers naturels, eux aussi sont des nombres décimaux. Tous sont des nombres décimaux puisqu'on peut toujours écrire virgule 0 comme dans l'exemple que je viens de mettre, 758,0 c'est un nombre décimal, moins 2,0 c'est un nombre décimal. Les nombres décimaux sont notés par la grande lettre D avec une double barre. Et nous avons la chose suivante, c'est que les entiers naturels sont inclus dans les entiers relatifs, eux-mêmes inclus dans les nombres décimaux. Nous allons rajouter un nouveau type de nombre. Donc, j'ai mis le chat, à gauche une banane entière, à droite une banane entière, c'est-à-dire nous allons rajouter les fractions. C'est ce qu'on va appeler les rationnels, ceux qui s'écrivent sous forme d'une ration, d'un ratio, c'est-à-dire d'une fraction. Alors attention, 1 tiers et moins 9 septièmes, qui sont les deux exemples que j'ai ajoutés, sont des nombres qui ne possèdent pas d'écriture décimale. En effet, 1 tiers, c'est 0,33333 à l'infini. De même pour moins 9 septièmes, il n'y a pas d'écriture décimale parce que la division ne s'arrête pas. Notez bien que tous les nombres qui sont inscrits ici sont des nombres rationnels. En effet, 3, je peux l'écrire 3 sur 1. 2,5, je peux l'écrire 25 sur 10. Ils sont tous rationnels. Et donc, nous avons cet ensemble des rationnels qui comporte en fait tous les nombres qui sont écrits ici. Et les rationnels sont indiqués par la lettre grand Q, Q majuscule, avec un double trait sur la majuscule Q. Et la chose suivante, c'est que nous avons les entiers naturels à l'intérieur des entiers, inclus dans les entiers relatifs, inclus dans les décimaux, inclus dans les rationnels. Et tous ces nombres-là, nous appelons ça des nombres réels. Mais s'il y a des nombres réels qui englobent les nombres rationnels, c'est qu'il y a d'autres nombres qui ne font pas partie d'aucun de ces ensembles déjà indiqués. Ces nombres-là, c'est ce qu'on va appeler les irrationnels, comme racine carrée de 2 et pi. Racine carrée de 2 ou pi ne peuvent pas s'écrire sous forme d'une fraction. Donc on les appellera des irrationnels. L'ensemble de tous les nombres que vous connaissez est noté grand R avec une double barre sur la première barre verticale du R. Et comme précédemment, N est inclus dans Z, qui est inclus dans D, qui est inclus dans Q, qui est inclus dans R. On va regarder les irrationnels un petit peu à part, parce que ce sont des nombres assez particuliers. Vous connaissez racine carrée de 2 et vous connaissez pi. Commençons par pi, c'est celui que vous connaissez le plus. Déjà, on va le redéfinir. Pi, qu'est-ce que c'est? Il est lié au cercle. J'ai ici tracé un cercle en violet, son diamètre en orange, et ce diamètre-là, je vais le reporter plusieurs fois sur ma ligne droite. Je l'ai reporté 4 fois en tout. Il y a 4 fois le diamètre, puisque j'ai mis 4 cercles côte à côte. Eh bien, si je prends un cercle et que je le déroule ainsi sur cette ligne droite, eh bien le périmètre du cercle, qui est la ligne rouge, dépasse un tout petit peu la graduation 3.
graduation 3 qui est en fait obtenue avec le diamètre. Ça signifie donc que le périmètre du cercle est un tout petit peu plus grand que 3 fois le diamètre du cercle. Et en fait, ce nombre qui est un peu plus grand que 3, eh bien, c'est tout simplement pi. Regardons un peu ce que donnent les premières décimales de pi. Il y en a une infinité. Il n'y a aucune caractéristique qui se dégage dans cette infinité de chiffres, pas de répétition. La question qu'on peut se poser, mais c'est comment on obtient toutes ces décimales, cette précision. Il faut savoir on a réussi à calculer un très très grand nombre de chiffres de pi. Eh bien, initialement, il faut rappeler que pi est lié au périmètre du cercle, et donc, en essayant de calculer le périmètre du cercle, on se rapproche de pi. Mais comment calculer le périmètre ou comment mesurer le périmètre de quelque chose qui est courbe? Eh bien, on résout ce problème en prenant des polygones dont le périmètre est proche de celui du cercle. Et si je prends un carré, à l'intérieur de ce cercle, le périmètre de ce carré est plus petit que celui du cercle, et le périmètre du carré, je sais le mesurer, je sais même le calculer. Le but ici, c'est pas de faire ce calcul, c'est simplement de montrer comment on fait. Alors le carré, c'est pas terrible, mais on peut par exemple ici, j'ai mis une ligne violette, c'est un pentagone. Le pentagone a un périmètre qui est plus petit que celui du cercle, mais qui s'en rapproche. On va prendre un hexagone ici. L'hexagone, là, nous commençons à nous rapprocher de plus en plus du périmètre du cercle, même si on est inférieur au périmètre du cercle, on est sûr que petit à petit, en prenant des polygones avec de plus en plus de côtés, on va se rapprocher du périmètre du cercle. Ici, avec un octogone, si je calcule ou si je mesure le périmètre de cet octogone, je sais qu'il se rapproche du cercle tout en étant inférieur. Là, sur l'image suivante, j'ai choisi un polygone à 20 côtés, un icosagone, et donc le périmètre de ce polygone est inférieur à celui du cercle, mais vraiment très proche. Archimède a obtenu une approximation de pi assez fine en prenant un polygone à 96 côtés. Voilà historiquement les valeurs approximatives qui ont été données à pi selon les siècles. Au XVIIIe siècle à Babylone, pi était approximé par la fraction 25/8 qui vaut 3,125. En Égypte, c'est la fraction 256/81 qui était utilisée. Alors vous voyez que ni l'une ni l'autre n'est très bonne, puisqu'il n'y a que les deux premiers chiffres, le 3 et le premier chiffre après la virgule, qui sont bons. Après, c'est pas très précis. En Inde, on a une meilleure approximation avec 339/108. Mais c'est Archimède qui, avec deux fractions qui vont encadrer pi, 223/71 et 22/7, qui va donner les premières bonnes approximations de pi, ici avec 3,1410 et puis 3,1428. On a quelque chose d'assez bon pour l'époque. Ptolémée va donner une meilleure approximation avec la fraction 377/120. Alors comment faire de manière moderne calculer de plus en plus de décimales après la virgule pour pi? On abandonne la technique des polygones et on va utiliser ce qu'on appelle des additions à l'infini. Voilà vers 1400, Madhava de Sangamagramma, pardon, pour écorcher ce nom, propose la formule suivante. Alors cette formule, elle est un petit peu barbare. On voit qu'il y a un racine carrée de 12, il y a un grand symbole avec k égale 0 et au-dessus le symbole de l'infini, et puis une fraction avec des lettres, avec la lettre k. Cette écriture-là, c'est une somme infinie en fait. Elle pourrait s'écrire comme ça. Racine carrée de 12 fois, et entre parenthèses 1 moins 1 sur 3 fois 3 plus 1 sur 5 fois 3 au carré, moins 1 sur 7 fois 3 exposant 3, etc., etc. Et en fait, dans la parenthèse, il y a un nombre infini de fractions, et plus on en calcule,
plus on se rapprochera de la valeur de pi. Et donc on pourrait les calculer jusqu'à l'infini. Et en utilisant ne serait-ce que les fractions qui sont symbolisées ici sans aller plus loin, on pourrait avoir une approximation de pi avec 11 décimales correctes. 11 décimales, 11 chiffres après la virgule. Aujourd'hui, on utilise des ordinateurs pour calculer les décimales de pi. Là, je vous présente Ramanujan, qui est un mathématicien indien qui a un destin très particulier. Donc son histoire a même fait l'objet d'un film. Ramanujan a proposé un très grand nombre de formules pour calculer pi, qui sont là aussi basées sur des sommes infinies. Alors je ne détaille pas ce que veut dire cette somme-là, elle est extrêmement compliquée, mais aujourd'hui, ce sont les formules de Ramanujan qui servent de base d'algorithme, de base pour les algorithmes de calcul pour les ordinateurs, pour calculer des décimales de pi. Sachez que ces formules datent du début du XXe siècle et on les utilise encore aujourd'hui, en ce XXIe siècle, pour calculer pi, à l'aide d'ordinateurs bien évidemment. Alors les ordinateurs, devenant de plus en plus performants et de plus en plus précis, vont calculer pi avec des décimales de plus en plus correctes. En 1961, Shanks, mathématicien, a créé un programme avec un des algorithmes de Ramanujan et a réussi à calculer pi avec un peu plus de 100 000 décimales correctes. En 1989, les frères Chudovsky ont calculé pi avec 4 fois 10 puissance 8 décimales correctes. En 1999, là c'est un japonais, Canada. En 2009, encore un japonais, avec 2,57 fois 10 puissance 12 décimales correctes. Encore un japonais en 2010. Et Peter Straub, là c'est le plus grand nombre de décimales correctes que l'on a aujourd'hui, c'est 2,24 fois 10 puissance 13 décimales correctes de pi. Nous en avons fini avec pi, nous allons parler des radicaux. Les radicaux, ce sont tous les irrationnels qui s'écrivent avec le symbole de racine carrée. Racine carrée de 2 est un irrationnel. Comme pour pi, on va essayer de le représenter géométriquement. Racine carrée de 2 est liée au triangle rectangle isocèle de côté 1. Quand on utilise le théorème de Pythagore, BC au carré c'est AB au carré plus AC au carré, c'est-à-dire 1 au carré plus 1 au carré, 1 plus 1, 2, et la racine carrée de 2 pour obtenir BC. Donc racine carrée de 2 se représente géométriquement très facilement, c'est la longueur du côté BC, mais ne s'écrit pas facilement, puisqu'on va là aussi, comme pour pi, avoir un nombre de décimales après la virgule qui est infini, et racine carrée de 2 ne peut pas se mettre en fraction. Voici d'autres irrationnels sous forme de radical. Alors j'ai mis en rouge tous ceux qui sont des irrationnels. Ceux qui sont en violet sont des entiers en fait. Racine carrée de 0 ça fait 0, racine carrée de 1 ça fait 1, racine carrée de 4 ça fait 2, racine carrée de 9 ça fait 3, mais tous les autres, racine carrée de 2, racine carrée de 3, racine carrée de 5, etc. sont des irrationnels. La partie décimale est infinie, ils ne peuvent pas s'écrire en fraction. Il est possible de démontrer que tous ces nombres-là sont des irrationnels, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'écrire en fraction. Nous verrons en exemple, en particulier, si on a le temps, le cas de racine carrée de 2. Nous démontrerons que racine carrée de 2 est irrationnelle. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne.